Imaginez-vous à bord d'un vaisseau spatial, en train de naviguer à travers les galaxies, avec votre fidèle robot qui prédit et résout tous les problèmes en un battement de cils. L'intelligence artificielle, ça nous fascine et ça inspire les scénaristes d'Hollywood depuis des décennies. Et lorsqu'un ChatGPT est arrivé sur nos écrans d'ordinateur, nos seuls repères, eh bien c'était ceux de la science-fiction. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de redescendre sur Terre. Désolé. Je m'appelle Sébastien et nous allons voir ensemble comment réussir votre projet d'intelligence artificielle. On va parler un peu de technique et clarifier certains concepts et les méthodologies. Allez, c'est parti! Quand je parle de projet IA, je pense à l'intégration des LLM, ces grands modèles de langage dont désormais le plus célèbre est GPT, celui qui se cache derrière ChatGPT. Des modèles d'IA comme GPT, il en existe des centaines, mais ils sont bien souvent dédiés à des tâches précises ou par exemple ils ne fonctionnent qu'en anglais. Certains modèles en open source peuvent être utilisés en local, mais ils ont des performances modestes. La génération du résultat prend plusieurs secondes. Alors c'est assez magique de voir un réseau de neurones tourner sur une machine en local, mais c'est quand même long et cela ne peut rester que pour l'instant à l'état expérimental. Ce que j'utilise avec mes clients, ce sont des services cloud que l'on appelle API. Par exemple, GPT-4, l'IA la plus performante au moment où je vous parle, est proposée en API par ses concepteurs, OpenAI, mais aussi sur le cloud de Microsoft Azure. L'avantage de ces API, c'est qu'elles sont rapides et vous ne payez surtout qu'en fonction de votre usage. Un traitement par GPT-4 se compte en centimes de dollars. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais clarifier un mythe qui a la dent dure sur l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de sociétés qui proposent d'entraîner l'IA sur les données de leurs clients, par exemple en clamant que l'on peut entraîner un ChatGPT sur les connaissances d'une entreprise. Eh bien c'est faux! Ou tout du moins, c'est un raccourci sans fondement technique. L'entraînement, ou le fine-tuning en anglais, c'est ce qui permet de faire apprendre à l'IA une tâche, par exemple, rédiger un communiqué de presse. On ne peut pas réellement lui faire apprendre de la connaissance. En effet, un réseau de neurones, il va organiser statistiquement la compréhension des données d'entraînement, et il n'en stocke pas exactement l'effet, il ne stocke pas de données. C'est quelque chose que les utilisateurs d'IBM Watson avaient déjà remarqué. Watson, c'est une IA qui a déjà quelques années et qui est réservée plutôt aux grandes sociétés. Par exemple, l'entraînement sur les données dans un cabinet d'avocats ou dans une grande banque conduisait à reproduire du mimétisme dans les schémas de réponse, c'est-à-dire la façon d'écrire, mais pas du tout à reproduire de la connaissance. Rappelons que la tâche première de GPT, c'est de deviner le prochain mot en tenant compte des mots précédents. OpenAI a réussi un tour de force avec GPT 3.5 puis GPT 4 car ils les ont exposés à des milliards de données si c'est pas tout internet. En fait, chez ChatGPT, la connaissance c'est un effet indirect de son entraînement. Un bon exemple, c'est que ChatGPT peut vous raconter l'histoire des 3 mousquetaires car il l'a lu, mais il sera incapable de vous citer des passages par cœur. Il va les inventer. Mais son entraînement il est tellement poussé qu'il nous donne l'illusion que ce sont les bonnes citations car elles vont nous paraître totalement vraisemblables. Alors je ne sais pas si vous avez vu ça dans l'actualité, mais il y a des avocats américains qui se sont fait piéger. ChatGPT leur a inventé des jugements fictifs qu'ils ont utilisés dans leur plaidoirie. Alors aujourd'hui, ces avocats sont poursuivis par la justice. Donc, retenez bien, on entraîne une IA pour lui faire apprendre une tâche, pas pour y stocker de la donnée ou des faits. Alors si vous avez quelques centaines de millions de dollars disponibles, vous pouvez toujours tenter de faire comme OpenAI. Mais il y a de toute façon une barrière qui se dresse devant toute entreprise, la quantité et la qualité des données. Alors avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochains épisodes, je compte sur vous. Alors ChatGPT a tellement de succès que beaucoup de clients m'interrogent pour savoir s'ils peuvent construire leur propre chatbot sur leurs données internes. Alors c'est tout à fait possible. Pour ça, on doit utiliser des moyens de recherche classiques dans une base de données ou plus sophistiqués avec de l'indexation sémantique pour ramener de la donnée pertinente dans le prompt en demandant à l'IA de répondre en tenant compte exclusivement de ce contexte. Les données, finalement, ce sont vos ingrédients. Si vous utilisez des ingrédients de mauvaise qualité, ne vous attendez pas à un repas 3 étoiles. Pour ça, il faut donc travailler sur la donnée en amont, être capable de la qualifier et de l'organiser. Mais justement, on peut s'aider l'IA pour préparer cette donnée. Par exemple, on va lire les documents pour en faire des résumés, leur donner des libellés, les classer. Finalement, on retrouve un des piliers de la transformation digitale, la donnée. Car intégrer une intelligence artificielle, c'est bien de la transformation digitale, il n'y a pas de doute. Et justement, on sait que pour réussir un projet de transformation digitale, il faut être clair sur ses objectifs. Sans une boussole, on risque de se perdre dans la forêt de la technologie. Alors pour ne pas s'égarer, il faut s'orienter sur les cas d'usage qui vont apporter un bénéfice important dans la chaîne de valeur de l'entreprise. Il ne s'agit pas forcément de reproduire ce qui existe déjà, car avec l'IA on peut faire de toutes nouvelles choses. Mais il faut toujours pouvoir en peser le pour
et le contre. Par exemple, il existe des voitures autonomes, mais pour apprendre à conduire, nous les humains, on a juste besoin de quelques heures de cours. C'est toujours moins cher que l'option proposée par Tesla. L'IA, elle peut vous permettre de prendre en charge des sujets qui butaient sur le passage à l'échelle. Par exemple, il y a des équipes qui sont noyées par la masse de travail et vous n'arrivez pas à réussir à embaucher. L'IA peut vous aider. Par exemple, on peut répondre automatiquement à des clients de manière hyper personnalisée. Traiter des pièces jointes qui sont très différentes par nature. Car une IA comme GPT-4, elle n'a pas besoin de structurer la donnée, c'est-à-dire que les documents n'ont pas à correspondre à un cahier des charges ou être rentrés dans une base de données d'une manière précise. L'IA, elle sait lire et comprendre le texte comme un humain. Alors je vous propose de parler un petit peu de programmation. Programmer une IA, ça n'a rien à voir avec du code classique, puisqu'on doit s'adresser à l'IA en bon français pour décrire ce qu'on attend d'elle. Les IA comme GPT ont une liberté d'action par nature, ou tout du moins, avec une même instruction, on peut avoir deux résultats assez différents si on n'est pas assez explicite dans ce que l'on veut. Tout d'un coup, elle peut vous répondre bien sûr, oui, voici les données, alors qu'on les voulait sans commentaire. Heureusement, il existe des méthodes, notamment des bibliothèques en open source pour structurer les prompts et évaluer les réponses. Il y a une image que j'aime bien utiliser, c'est programmer une IA, c'est comme la délégation d'une tâche d'un manager à son collaborateur. Il faut être clair sur ce que l'on veut et faire attention à ne pas lui communiquer des objectifs contradictoires ou flous. Parfois, il est même préférable d'utiliser plusieurs IA, plusieurs agents, on va dire, avec des prompts différents et faire valider le résultat par une dernière IA. Alors tout ça, ça demande un peu de savoir-faire, et c'est un savoir-faire pionnier. C'est trop récent pour que vous puissiez le trouver au programme d'une école d'ingénieur. C'est pourquoi il faut particulièrement prendre garde à la méthode agile avec l'intelligence artificielle. En agile, on préconise de livrer rapidement son développement auprès des utilisateurs et d'itérer au fur et à mesure. Avec une IA, on doit au contraire faire beaucoup de tests et beaucoup d'itérations avant de livrer. Il faut notamment être certain d'avoir utilisé des cas de test très divers pour s'assurer que l'IA ne sortira pas des rails. Il faut aussi avoir un esprit critique et prendre du temps pour analyser les résultats et qualifier leur pertinence. Si c'est ouvert au grand public, il faut prévoir un filtre de modération ou une instruction pour que l'IA reste dans son rôle et qu'elle ne soit pas détournée par quelques utilisateurs malicieux. Alors un point important avec les IA, c'est qu'il faut être capable d'en évaluer les biais. Les biais, c'est inhérent aux données d'entraînement des IA. Si vous utilisez l'IA pour traiter des CV de candidats, il va falloir s'assurer que l'IA ne va pas reproduire, par exemple, des biais de genre, du fait d'une surexposition de certaines candidatures au détriment d'autres. C'est subtil sans doute plus que la programmation classique, puisqu'on fait face à un réseau de neurones qui a des capacités cognitives équivalentes ou très proches des nôtres. Mentalement, on ne peut pas le réduire à un simple logiciel. On risque de mal l'exploiter. Alors au début de la vidéo, je disais qu'il fallait savoir où aller, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être rigide. L'IA, c'est un nouveau territoire, sans véritablement de schéma préconçu. Il est important de ne pas se limiter et d'explorer plusieurs voies, plusieurs processus pour ensuite sélectionner ceux qui vont apporter le plus de sens et le plus de résultats à l'entreprise. L'innovation, c'est surtout du lâcher-prise. Alors dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un lien sur une vidéo précédente que j'avais consacrée à l'innovation. Alors continuons cette vidéo avec un point sur la sécurité des données. En effet, je vous ai parlé d'API, cela veut dire que les données, elles vont transiter sur Internet et être traitées par un service tiers. Et ça, généralement, les directions, et particulièrement les DSI, mettent le holà direct. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, car il est clair que dans la version gratuite de ChatGPT, les données étaient analysées par OpenAI pour améliorer ses services. Les conversations étaient lues en clair, et c'était particulièrement spécifié par OpenAI. La version payante, ChatGPT+, propose d'ailleurs un opt-out, et les API sont aussi en opt-out par défaut, sinon personne ne les utiliserait. Alors on va prendre un peu de recul quelques instants. Alors comme on l'a vu, une donnée ça ne devient pas une connaissance par magie dans une intelligence artificielle. Alors souvent on pense que l'IA elle continue d'apprendre sur ce qu'on lui donne. Au mieux, elle peaufine sa tâche, mais pour qu'une information apparaisse en sortie exactement comme on lui a donné, il faut énormément de conditions statistiques, puisqu'un réseau de neurones stocke non pas les données, mais la compréhension des données, c'est-à-dire la liaison entre les données, ce sont des corrélations statistiques. Rappelez-vous tout à l'heure de mon exemple sur les 3 mousquetaires. Et si on prend un peu de recul, on vit déjà bel et bien dans un monde d'API. Regardez Teams. C'est sans doute la solution leader en France sur les réunions à distance. Tous les flux vidéo et audio transitent par des serveurs Microsoft, serveurs que aucun de ses clients n'a la capacité d'auditer. Alors oui, on peut regretter d'être dans les mains de ces GAFAM, de ces hyperscalers, ces immenses data-centres, mais c'est oublier combien ils sont essentiels dans nos économies. L'infrastructure pour faire tourner un ChatGPT, c'est énorme, ce n'est pas à la portée de tous. Alors bien sûr, faut pas être naïf non plus, les GAFAM se font rattraper par la patrouille. Le numérique a toujours flirté avec la limite, ou plus exactement, la législation est toujours en retard sur l'innovation, c'est l'ordre logique des choses. Il est évident que si vous traitez des données secret défense, c'est une
une mauvaise idée de les faire transiter sur Internet, intelligence artificielle ou pas. Mais c'est aussi une croyance que de croire que nous sommes en sécurité avec les serveurs à la maison, dans l'entreprise. Donc pour déployer l'intelligence artificielle, tout va reposer sur la confiance. Si on a confiance dans Teams, on doit appliquer la même chose aux API d'OpenAI, qui sont d'ailleurs disponibles dans le cloud Microsoft, comme Teams. C'est fort justement qu'OpenAI a mis un guide en ligne avec l'ensemble de leur niveau de compliance délivré par des services d'audit reconnus. L'informatique nous imposait ses contraintes. La digitalisation a permis de remettre l'utilisateur au centre, mais elle s'arrêtait souvent en chemin. L'IA va nous permettre d'aller au bout. Bien évidemment, on est dans une phase pionnière et la diffusion de cette nouvelle technologie va prendre du temps. Cela peut pousser les entreprises à être dans une phase d'attente et d'observation. C'est une erreur à ne pas commettre, car l'IA, c'est une technologie inédite, et le meilleur moyen de la cerner, c'est de s'y coller et d'apprendre en faisant. Moi, ça fait 25 ans que je transforme les entreprises avec la technologie, et à chaque fois, la première barrière, c'est pas la technique, mais bien nous-mêmes, ou plus exactement nos schémas mentaux. Alors, j'espère qu'avec cette vidéo, je vous aurai aidé à changer votre regard sur l'IA, et je vous dis à très bientôt.